Climate change threatens each nation in the world. Et chaque minute compte. L'accord de Paris est accepté. Concilier les tensions économiques, géopolitiques et climatiques. Les solutions des entreprises. Future Up. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux de lancer ce webinaire qui s'inscrit dans un cycle de webinaires que KEA organise maintenant depuis 4 ans autour des différentes COP. Alors, quelques mots sur KEA pour ceux et celles d'entre vous qui ne nous connaîtraient pas encore. Donc, nous sommes le premier cabinet de conseil de direction en France et d'origine française. Et nous avons 300 consultants en France et 900 consultants dans le monde. Et nous sommes aujourd'hui dans le 5e webinaire de ce cycle, donc, qui s'intitule « IA et durabilité, surmonter le paradoxe ». On aura évidemment l'occasion d'y revenir. Alors, IA et développement durable, pourquoi ? Aujourd'hui, on constate que nous sommes entrés dans une période où l'intelligence artificielle est devenue, en moins de 3 ans, enfin depuis les premières apparitions de ChatGPT, le game changer absolu dans tous les domaines de l'entreprise. Disruption de tous les métiers, même ceux qu'on pensait les plus protégés, transformation des fonctions support, instruments de souveraineté, armes de destruction massive. Il suffit de voir que, par exemple, en Ukraine, plus aucun navire russe ne sort sans être directement attaqué par 2-3 drones, et en général coulé. Donc on voit là, de façon concrète, une certaine efficacité. Et tout ça nous amène aujourd'hui à faire face à une avalanche de superlatifs. Investissements colossaux, valorisation vertigineuse des acteurs de l'IA, donc les OpenAI et Mistral AI de ce monde, impact exponentiel sur la croissance, donc des chiffres de 15 000 milliards d'euros, donc on ne sait même plus à quel PIB, de quel pays et à combien de multiples ça fait référence. Et forcément, la question de l'impact environnemental et de la soutenabilité de ces usages massifs, aujourd'hui, se pose. L'exemple classique, c'est qu'on nous dit une requête sur ChatGPT, c'est quelques litres d'eau. Alors, il y a 2 ans, c'était un verre d'eau. Donc, je ne sais pas si c'est la légende urbaine qui crée cette inflation ou si c'est une réalité. Toujours est-il que l'impact, évidemment, de l'IA sur le développement durable et la soutenabilité est absolument incontestable. Pour autant, l'IA est aussi un formidable levier de maîtrise de la consommation des ressources et des ressources rares de la planète. Et quand on voit aujourd'hui des discours, on a d'un côté, par exemple, ceux qui disent qu'effectivement l'IA va permettre énormément d'applications qui vont permettre d'améliorer la situation, et puis ceux, comme le dernier rapport du Shift Project, qui mettent en évidence l'impact tout de suite, en fait, sur les excès d'émissions carbone, en disant que pour faire face aux besoins énergétiques de l'IA, on est d'ores et déjà en train de réactiver des centrales à charbon pour pouvoir faire face, et qu'on n'a pas suffisamment anticipé les investissements qui auraient été nécessaires pour que cette électricité puisse être décarbonée. Alors, pour traiter de ce sujet, j'ai le plaisir d'être entouré de 3 intervenants. Donc, tout d'abord, Marie Francolin. Bonjour Marie, tu es présidente de SOR Service et membre du COMEX. Et auparavant, tu as occupé plusieurs fonctions au niveau de la direction générale. Bienvenue Marie chez KEA. Merci, bonjour à tous. Nicolas Ledoux. Bonjour Nicolas. Bonjour. Donc, tu es un grand professionnel de l'ingénierie dans le bâtiment, les infrastructures, les équipements, puisque tu as dirigé pendant un grand nombre d'années la filiale française d'Arcadis, donc qui est une des top 10 ingénieries mondiales d'origine néerlandaise. Et depuis quelques mois, tu as pris la présidence de Vertical Sea. Tu as aussi écrit un livre remarqué et remarquable sur l'avenir de la ville. Et enfin, Arthur Soulti, de Veltis, du groupe KEA. Donc, bonjour Arthur. Donc, Arthur, tu es docteur en économie. Tu as travaillé plusieurs années au ministère de l'économie sur des sujets d'énergie renouvelable. Et depuis un certain nombre d'années, tu es associé chez Veltis, donc l'entité Data IA du groupe KEA. Alors, on a vu qu'effectivement le problème était posé. Peut-être Arthur, pour commencer, tu peux poser un petit peu le cadre de
comment qu'on peut quantifier les enjeux de l'IA et du développement durable? Alors, si on réfléchit aux impacts de l'IA, il faut distinguer ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Il y a plusieurs zones d'incertitude aujourd'hui sur l'IA. La première, c'est que beaucoup des informations qu'on a nous viennent des GAFAM. Ce n'est pas les entreprises aujourd'hui les plus transparentes sur la consommation, sur les émissions. Donc ça, c'est un premier type d'incertitude. Le deuxième type d'incertitude, c'est qu'on a en gros deux phénomènes qui vont en sens contraire. On a la consommation des usages de l'IA. C'est une technologie qui est adoptée la plus rapidement qu'on ait jamais vue sur les 20 dernières années. Donc il y a des vraies questions de jusqu'où on va aller en termes d'usage, ce qui va pousser à la hausse les augmentations d'émissions, d'usage de l'eau. Et de l'autre côté, on a un phénomène de gain d'efficience, de réduction de la consommation qui est aussi très rapide. Si on en croit l'université de Stanford, c'est autour de 40% par an. Donc on a ces deux mouvements contraires qui vont jouer, et savoir lequel des deux va l'emporter, c'est assez compliqué. Donc une fois qu'on a dit qu'il y avait ces zones d'incertitude, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme grands chiffres sur ces sujets-là? L'Agence internationale de l'énergie, dans son scénario de base, estime que la consommation des data centers, aujourd'hui, c'est 2% de l'électricité mondiale. Et que ça devrait passer à 4% d'ici une dizaine d'années. Donc une hausse assez importante, un peu plus qu'un doublement, parce que la consommation d'électricité mondiale va aller en augmentant. Donc c'est des chiffres qui sont pas nuls, c'est pas non plus les ordres de grandeur qu'on peut retrouver dans d'autres domaines, mais c'est une augmentation et c'est des chiffres qui sont pas complètement nuls. Ce qui est intéressant aussi, c'est les travaux qui commencent à sortir autour du cycle de vie de l'IA, et notamment il y a eu un travail qui a été mené par Mistral avec Carbone 4 qui a essayé de décomposer l'impact environnemental de l'IA en séparant les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau et la consommation de matière. La consommation de matière, c'est assez évident, c'est au moment de la construction du data center, il n'y a pas vraiment de question là-dessus. En revanche, les consommations d'eau et les consommations et les émissions de gaz à effet de serre, ça va se jouer au moment de l'entraînement et de l'usage des modèles. Et donc là, on va avoir une grande partie des émissions qui vont se jouer au moment de l'entraînement. Dans le cas de Mistral, c'était 80% des émissions qui venaient au moment de l'entraînement des modèles. Et donc ça va poser la question de comment on conçoit des modèles plus sobres, comment on code de manière plus efficace, comment on utilise les données de manière plus réaliste. Et puis, après, il va y avoir effectivement l'usage. Dans le cas de Mistral, on peut penser que si on refait l'étude aujourd'hui, c'est de plus en plus utilisé. Peut-être que la bascule est un peu différente. Donc, en termes de cycle de vie, il va y avoir vraiment ces questions d'entraînement d'un côté, d'usage de l'autre. Je pense que le dernier point important, mais vous en parlerez sans doute mieux que moi, c'est que là, on a raisonné au niveau global. Et en fait, il y a beaucoup de questions qui se posent au niveau local. Les problèmes d'électrification, les problèmes d'usage de l'eau. On peut regarder les chiffres macro et se dire ça passe, mais en fait, c'est vraiment souvent des questions locales, de se dire à des endroits, là, on va devoir arbitrer entre mettre un data center, électrifier un réseau de transport, permettre l'usage de bornes, etc., etc. Donc, il faut avoir la vision globale. L'IA va probablement augmenter la consommation. C'est pas non plus quelque chose de... Voilà, si on le met en rapport avec les émissions du secteur du transport, si on le met en rapport avec les émissions des énergies thermiques ou des choses comme ça, c'est pas non plus le même ordre de grandeur, mais au niveau local, c'est probablement là où on va avoir des vrais sujets qui vont se poser dans les prochaines années. Merci Arthur. Alors, pour commencer, on va regarder quels sont les cas d'usage en fait possibles. Donc, Marie, je me tourne vers toi. Je sais que chez SOR, vous avez déjà pris son initiative. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors oui, vaste question. Je vais peut-être en deux mots pour ceux qui nous écoutent dire quelques mots sur le groupe SOR qui du coup est un des acteurs majeurs de l'eau aujourd'hui dans le monde et qui a la particularité en fait de s'adresser autant aux collectivités qu'aux industriels et aux particuliers. On est présent aujourd'hui dans une vingtaine de pays et voilà, on essaye de proposer en fait l'ensemble des services sur toute la chaîne de valeur de l'eau. Donc évidemment la question de l'IA, comme vous le souleviez à l'instant, est particulièrement prégnante dans nos métiers. Et on commence par la partie entre guillemets positive, c'est-à-dire l'application de l'IA dans nos métiers au quotidien. Peut-être juste pour vous donner quelques chiffres sur ce dont on parle, parce que quand on parle de quelque chose de local, c'est à la fois effectivement très local, la gestion de l'eau, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des enjeux derrière qui sont assez massifs en termes de préservation de la planète. Je pense que peut-être que vous savez quel est le pourcentage d'eau douce sur Terre par rapport à l'ensemble de la ressource en eau disponible. Donnez-moi un chiffre. 10% ? Moins. 2 ? Quasiment, ouais.
à peu près 2%. C'est-à-dire que la ressource dont on se parle, qui sort de votre robinet, qu'on retraite dans une usine, dont on enlève toutes les pollutions et tout ça, c'est moins de 2% de la ressource totale d'eau sur Terre. Voilà. Donc on parle de quelque chose de fini, contrairement aux données qui, elles, sont, j'ai l'impression, à ce stade de notre discussion, assez infinies. C'est une ressource finie dont il faut évidemment qu'on prenne soin. Et c'est l'objectif du plan stratégique du groupe SOR depuis quelques années maintenant. Nous, on opère aujourd'hui 270 000 km de réseau dans le monde. Ça fait plusieurs fois le tour de la Terre. Donc évidemment, si on a des outils d'intelligence artificielle qui nous permettent d'améliorer la maintenance de nos réseaux, d'aller faire un petit peu de prédiction sur où vont être les fuites, ça nous aide beaucoup, puis ça aide nos clients évidemment à ne pas gaspiller cette ressource. Donc c'est des choses qu'on a mis en place déjà depuis plusieurs années. On a notamment développé chez nous un système qui s'appelle Leak Finder, comme son nom l'indique, qui nous aide à prédire où est-ce qu'on va avoir une casse matérielle, où est-ce qu'on va devoir réparer, est-ce qu'on a des fragilités sur le réseau. Ce type d'outil, pour le coup, nous est très utile grâce à l'intelligence artificielle, en effet. Il s'inscrit dans un programme bien plus large en fait, qu'on a lancé depuis 2020. On a orienté le groupe sur ce qu'on a appelé la transition hydrique, puisqu'on parle beaucoup de transition énergétique, notamment quand on parle de l'IA. Chez SOR, on se positionne sur la transition hydrique. On rappelle qu'effectivement, sans eau, il y aura de toute façon pas non plus de transition énergétique. Et donc, on a investi plus de 100 millions d'euros sur la transition digitale de l'entreprise pour développer des outils de ce type-là. Voilà. En quelques mots. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Karim. Oui, j'avais en tête aussi un outil à base d'imagerie. Oui, tout à fait. Alors moi, je dirige une entité qui s'appelle SOR Service, au sein de laquelle on a une magnifique filiale qui s'appelle Imageo. Imageo, c'est l'expert qui vient analyser pour le compte d'une collectivité ou pour le compte d'un industriel à l'échelle du site le risque sur l'eau. Donc ça peut être par exemple mettre des capteurs dans les forages, ou ça peut être aussi tout simplement faire une analyse, notamment basée sur des modèles d'intelligence artificielle, pour prédire quel va être le risque auquel vous allez être confronté. Et c'est à la fois, ça fait 15 ans qu'on travaille avec les collectivités et on développe de plus en plus cette offre pour les industriels, notamment en France, qui sont soumis à des arrêts de leur chaîne de production de plus en plus. Quand il y a des arrêtés sécheresse, par exemple, dans le sud de la France, et puis en fait, de plus en plus maintenant dans tout le territoire, l'idée c'est de pouvoir les accompagner avec une continuité de service garantie par ces outils qu'on a développés, mais qui ne fonctionnent que parce qu'on les a couplés avec l'expertise de nos hydrogéologues. Voilà. L'IA ne va pas sans l'analyse humaine sur cette activité. Je pense que c'est ce qui fait le succès de l'initiative. Merci. Alors, Nicolas, toi aussi, tu utilises l'IA. Alors, tu l'utilises en tant que société d'ingénierie à la fois pour ton activité propre, mais j'imagine avec des interfaces avec les clients. Donc, de ton point de vue, quels sont les cas d'usage que tu observes et que vous mettez en œuvre ou que vous avez prévu de mettre en œuvre ? Alors, on a de nombreux cas d'usage, mais le plus emblématique, il est lié à nos activités d'ingénierie dans le domaine du bâtiment. Donc on conçoit et on pilote des grands chantiers de construction ou de transformation de bâtiments. Et le cas d'usage où on a le plus de valeur ajoutée, en tout cas de potentiel de valeur ajoutée grâce à l'IA, c'est sur la rénovation et la transformation de bâtiments existants. Jusqu'à présent, quand on devait par exemple rénover une vieille tour de bureau construite dans les années 50 ou 60, à chaque fois, on repartait un peu de zéro pour comprendre la structure du bâtiment, comprendre les techniques mises en œuvre à l'époque, les matériaux utilisés, modéliser le carbone emprisonné dans l'existant et puis limiter le plus possible nos interventions pour libérer le moins possible de carbone et mettre le moins possible de nouvelles matières, de nouveaux matériaux dans ce projet de réhabilitation, pour rester sobre, puisque ça c'est l'objectif qu'on partage à chaque fois sur ces projets-là. Et ce que l'IA nous apporte, c'est qu'elle permet d'embrasser cette complexité, de modéliser très rapidement un existant, de faire une analyse documentaire extrêmement poussée pour reconstituer tout l'historique du bâtiment, qui souvent, quand on parle d'un bâtiment qui a 60-70 ans d'existence, a connu plusieurs cycles de rénovation, de transformation, plus ou moins bien documentés. Donc on donne toute cette matière, toutes ces informations, toutes ces données à un modèle d'analyse IA pour qu'il nous aide à identifier très rapidement
les sujets prioritaires sur lesquels intervenir, là où sont les principaux volumes de carbone emprisonnés, ce sur quoi on peut intervenir sans trop libérer de carbone et ce sur quoi il faut au contraire préserver le plus possible l'existant. Et donc, plus on utilise évidemment ces modèles-là sur des projets, plus on enrichit la base de données, plus on forme évidemment cette IA et plus on gagne du temps. On fait gagner du temps à nos clients et on leur fait aussi gagner souvent pas mal d'argent, non seulement sur cette phase de conception qui est optimisée, mais aussi vraiment sur le chantier où on arrive aujourd'hui à entraîner l'IA sur les méthodes mises en œuvre par l'entreprise pour organiser son chantier, gérer sa supply chain, gérer ses approvisionnements, et là aussi gagner du temps. Et dans le bâtiment, à chaque fois qu'on gagne même une semaine, on économise pas mal d'argent. Alors, le cas de la rénovation est très intéressant. Est-ce que, par exemple, ça permet de faire quelque chose qui est aujourd'hui considéré comme un petit peu difficile, qui est d'appliquer, par exemple, de la construction hors site à des projets de rénovation ? Alors, le hors-site, c'est le meilleur cas d'application parce que finalement, le hors-site, c'est là qu'on est allé le plus loin dans l'industrialisation du process de construction, puisque finalement, on a une librairie de modules prêts à l'emploi et on fait du mécano ou du Lego à distance et on vient apporter ces différents modules et sur le site du chantier, on ne fait finalement qu'assembler tout ça. Donc il y a beaucoup moins d'intervention sur chantier et beaucoup plus de travail de production et de préparation sur des sites industriels où on mutualise les choses. Donc là, effectivement, c'est un applicatif où l'IA est extrêmement puissante, permet de gérer les flux, permet de gérer les stocks et là encore de gagner du temps et de dégager des modèles, des typologies d'objets, de modules reproductibles. Très bien. Alors, Arthur, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur la transposabilité en fait, de ce type de cas d'usage à d'autres secteurs ? Puisque là, en fait, on a beaucoup parlé de l'eau, on a parlé de l'ingénierie et des méthodes de rénovation et de construction de bâtiments. Alors, je pense que ce qui est intéressant, c'est que l'IA va permettre à la fois de faire mieux un certain nombre de choses, et l'exemple de la maintenance, j'y reviendrai dans un instant, est extrêmement parlant de ce point de vue-là. Et puis, ça va aussi permettre de faire de nouvelles choses, aujourd'hui qu'on n'est pas capable de gérer collectivement, et qui vont être importantes dans le cadre de la transition énergétique, par exemple sur le système électrique. Si on prend le cas de la maintenance, c'est un vieux cas d'usage d'IA. Ça a 10-15 ans maintenant, c'est le cas d'usage classique. On détecte les fuites, on est meilleur, on répare, on fait de la prévention, et tout ça, c'est une économie de ressources. C'est comment on gère mieux les ressources, et quelque part, on voit bien que c'est bénéfique. Et il se trouve que l'IA génératif a donné un coup de jeune à tout ça. Ça a augmenté les capacités de calcul, on peut aller beaucoup plus précisément, pour des coûts beaucoup plus faibles, faire ce genre de choses. Et puis, même une fois que la panne existe, on commence à avoir aussi des techniciens qui sont équipés d'IA générative. C'est exactement l'exemple que vous donniez sur la rénovation. On est sur des vieux réseaux, on fait remonter l'information. Donc la capacité à détecter les fuites, à les réparer, elle est énormément augmentée par tous les différents types d'IA. Et aujourd'hui, c'est un des cas les plus classiques, j'ai envie de dire, dans l'industrie et qui est vraiment bien documenté. Et donc l'IA, pour le coup, dans ce côté optimiser des process, gagner du temps, gagner en efficacité, c'est des choses qui, quelque part, vont avoir un impact bénéfique sur l'environnement dans l'ensemble de ces composants. Donc ça, c'est ce côté faire mieux un certain nombre de choses qu'on retrouve dans pas mal de secteurs. Et il y a tout un tas de sujets où l'IA va permettre de faire de nouvelles choses qu'on n'est pas capable de gérer. Si je prends le cas de l'électricité, un des enjeux demain de l'électricité, c'est qu'on va mettre sur le réseau de plus en plus d'énergie renouvelable, intermittente, et il va falloir gérer la flexibilité, il va falloir gérer les backups, tous ces aspects-là. Ça veut dire qu'on va avoir de plus en plus d'objets connectés qui vont devoir s'arrêter, se reconnecter au réseau. Pareil pour les industries, on va leur demander de gérer la flexibilité. Et ça, l'IA va quelque part apporter un soutien à plein de niveaux dans les méthodes de calcul, dans les signaux prix qui sont envoyés, dans les systèmes d'agents qui vont communiquer entre vos différents objets connectés, entre les différents objets de l'industrie. Et on voit mal comment on pourrait gérer toute cette flexibilité juste avec nos outils classiques ou avec notre intelligence humaine classique. Donc c'est dans ces dimensions d'optimisation, de connexion assez novatrices que ça va avoir un impact. Et donc je pense que ces exemples-là
on les retrouve dans d'autres secteurs, y compris des secteurs qui ne sont pas forcément directement les secteurs de la transition énergétique ou hydrique, mais qui vont être concernés par ces changements-là. Merci. Alors, on a vu qu'il y avait un certain nombre de cas d'usage. On aurait pu dire, on le savait déjà, mais là, je pense qu'on est rentré dans le concret, dans des exemples assez pragmatiques. Et l'exemple de l'électricité est intéressant, puisqu'en fait, on voit qu'on a besoin de réseaux intelligents. Les réseaux télécoms sont intelligents depuis longtemps, mais en fait, les réseaux électriques, maintenant, vont devenir tout aussi intelligents. Alors, si on regarde maintenant un autre aspect qui est comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre l'IA de façon vertueuse et de façon efficiente. Et Nicolas, je crois que tu as quelques idées sur le sujet. Tout à fait, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, un usage sobre, frugal de l'intelligence artificielle et plus largement des outils numériques. Aujourd'hui, je reprends mon exemple de la conception et la transformation de bâtiments. Tout passe par le jumeau numérique. Chez Verticalcy, on est full BIM depuis déjà quelques années, donc 100% de nos projets sont tout à fait. Que tout le monde sache ce que c'est qu'un jumeau numérique. Donc le BIM, c'est le Building in Modeling, et donc c'est dès la phase de conception, on conçoit une maquette numérique qui va reproduire tous les éléments des bâtiments existants, si on est sur la transformation d'un bâtiment existant, dans ses moindres détails. Donc on fait une collecte de nuages de points, de plus en plus optimisés. D'ailleurs, on a des drones maintenant qui viennent scanner intégralement des bâtiments et qui, au demi-centimètre près, voire plus parfois, vont faire des relevés de tout l'existant. Et donc, on a cette maquette numérique en trois dimensions. On a tous les réseaux, toute la structure. Et c'est à partir de ça qu'on travaille. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le jumeau numérique, qui est donc le pendant numérique du projet, son existant et puis évidemment son état projeté après les travaux. Et donc tous les acteurs de la chaîne de construction travaillent et interviennent sur ce jumeau numérique. Et ce qu'on constate sur ces 10 dernières années, c'est qu'on a une inflation numérique extrême. Ces jumeaux sont de plus en plus volumineux. Donc là, je parle vraiment de quantité d'octets, de téraoctets en l'occurrence, de plus en plus volumineux parce que les capacités de calcul des machines ne cessent d'augmenter. Il y a encore 10 ans, puisqu'on travaillait déjà sur des jumeaux numériques, ce qui limitait l'usage du jumeau numérique, son niveau de détail, c'était vraiment les capacités de calcul des machines et puis des capacités de stockage sur des serveurs. Et donc ça a amené tout le monde à être assez raisonnable dans ce qu'il venait mettre dans ce jumeau. Aujourd'hui, il n'y a plus de limite. Enfin, quasiment plus, capacitaire de calcul. Les éditeurs de logiciels qui permettent de travailler sur cette conception numérique ont aussi beaucoup augmenté les capacités de leur software. Donc, il n'y a plus de limite. Et donc, ce qu'on constate, c'est que tous les intervenants arrivent avec leurs couches et leurs bases de données qui viennent plugger dans cette maquette numérique. On a même créé des rôles maintenant de gestionnaires de la maquette numérique, de BIM manager, qui ne font que ça, à temps plein sur un projet. Et ils gèrent les interfaces, les contributions des uns des autres et s'assurent que les différentes bases de données, les différentes couches dans la conception de ce jumeau sont bien articulées. Et ça crée par ailleurs plein d'incohérences, évidemment. J'en reviens à mon sujet de l'impact que ça a très concrètement, c'est que c'est de plus en plus volumineux, ça utilise de plus en plus de stockage et donc forcément ça émet de plus en plus de carbone. Et à chaque fois qu'on ouvre la maquette pour intervenir dedans, on le voit bien, ça mouline beaucoup plus. Alors que par ailleurs, les débits qu'on a sur nos réseaux n'ont cessé d'augmenter. Et ça, c'est quelque chose que malheureusement, on ne mesure pas. D'abord parce que donc, il y a cette multiplicité d'intervenants fait que ce jumeau numérique, il peut être hébergé sur différents serveurs, selon les sujets, selon les bases de données qui sont interopérables. Les opérateurs, les éditeurs de logiciels, très honnêtement, sont pas très transparents sur où est-ce que les données sont stockées, ce que ça consomme. Et là, je me mets complètement là-dedans, tous les intervenants dans la phase de conception, puis les entreprises dans la phase de construction, puis ce qu'on appelle les facility managers, donc ceux qui vont exploiter, maintenir le bâtiment, ils vont tous utiliser cette même maquette numérique, ils vont tous venir y rajouter leurs propres données, leurs propres usages. Personne ne se pose vraiment cette question-là de est-ce qu'on n'est pas en train de créer un monstre en termes de taille,
de données et donc d'impact carbone. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est essayer de mesurer cela et de l'intégrer dans nos analyses du cycle de vie. Donc quand on fait un bilan carbone complet d'un projet, on calcule aussi ce qu'on ne faisait pas avant, la part d'émissions liées à la conception et donc notamment liées à ce jumeau numérique. Alors je vous rassure tout de suite, en ordre de grandeur, c'est quand même pas grand-chose aujourd'hui. Grosso modo, un bâtiment, sur son analyse de cycle de vie, 60% des émissions, c'est la construction, les matériaux mis en œuvre, 40% c'est la phase d'exploitation, maintenance, tout au long de sa vie. Donc dans ces 60% liés à la construction, la part de la conception, elle est vraiment négligeable. Néanmoins, c'est un bon moyen pour nous de sensibiliser dès le départ nos clients, les utilisateurs finaux, au fait que ce jumeau numérique, il a une existence, il a une taille et donc il représente lui aussi des émissions. Alors, on entend parler maintenant de facturation à base de tokens. Plus généralement, quelle est l'incitation ou la désincitation de ces différents acteurs justement à être entre guillemets frugaux puisque, à la limite, il y a des tokens. Si je suis éditeur, plus je pousse à la consommation, plus je facture. Après, dans le modèle économique des ingénieries, peut-être pas aujourd'hui d'incitation en fait à maîtriser aussi cette complexité. Donc, est-ce que c'est un sujet est-ce que tu penses qu'à l'avenir, il faudra le traiter? Alors aujourd'hui, clairement, personne n'a d'intérêt financier à la sobriété numérique. C'est un état de fait. Effectivement, plus la maquette est complexe, plus elle coûte cher. Mais ce coût-là est à 100% reporté, refacturé à nos clients. Et assez paradoxalement, parce que ce coût-là est négligeable par rapport au coût de construction, il est assez peu challengé. Je pense que toutes les entreprises, dans quelque secteur qu'elles soient, ont vu leur budget informatique, licence, token exploser ces dernières années. Et donc, il est assez communément admis par nos clients que oui, cette petite ligne qui est l'élaboration et la gestion de la maquette numérique, oui, elle augmente chaque année, mais c'est normal. Et donc, les négociations, puisqu'il y en a évidemment, ne portent qu'assez rarement sur ce sujet-là. Donc, nous, en tant que concepteurs, on n'est pas particulièrement incités, d'un point de vue financier, à la sobriété numérique. Et donc, ce qui nous incite, c'est une action volontaire et qu'on engage à chaque fois. On a cette discussion avec nos clients de se dire, si on raisonne sur l'ensemble des scopes de nos émissions carbone, il faut aussi se poser la question de cette petite partie qui est la conception, et là-dedans, le volet numérique de cette conception, pour en réduire l'impact. Mais effectivement, aujourd'hui, au niveau de la branche professionnelle, au niveau des règles d'achat assez classiques, c'est un sujet qui est plutôt un impensé. Marie, alors, côté SOR, comment est-ce que vous appréhendez cette question de la mise en œuvre sobre, frugale, ou en tout cas responsable de l'IA? Alors, il faut savoir que chez SOR, je vous parlais de la transition hydrique et du positionnement du groupe en faveur de la préservation de la ressource en eau. Ça s'est traduit par un repositionnement de l'entreprise il y a maintenant 5 ans, qui vise à faire en sorte qu'on s'inscrive pleinement dans l'ensemble des politiques de durabilité. Je ne vais pas citer ici, mais que vous connaissez par cœur, SBTI, on a des entités qu'on a réussi à faire labelliser Bicorp. Enfin, voilà, on est allé vraiment chercher ce qu'on pouvait faire de mieux, en tout cas d'avoir vraiment de la best practice sur le sujet de la durabilité. On a voulu le faire en liant nos axes stratégiques à notre politique de refinancement. Ce qui veut dire que depuis 5 ans maintenant, on se refinance quasi exclusivement avec soit des green bonds, soit des blue bonds, enfin voilà, des mécanismes que vous connaissez et qui nous engagent sur un certain nombre d'actions. Donc chaque année, on doit, pour faire simple, remplir des objectifs carbone, économie d'eau, en matière de gouvernance. Et sinon, on paye des pénalités. Donc c'est effectivement assez concret comme engagement. Et on le suit maintenant depuis 5 ans. Chez nous, du coup, l'ensemble en fait, des directions support dans lesquelles on peut mettre notre direction IT font partie pleinement de cet engagement. Donc tout le monde a une déclinaison dans sa feuille de route propre des engagements de l'entreprise. Et donc mes collègues qui sont en charge des systèmes d'information ont mis en place ce programme qui s'appelle chez nous Green IT, comme j'imagine à peu près partout, en tout cas dans beaucoup d'entreprises, sur lesquelles on a évidemment une partie assez basique sur l'équipement IT, notre capacité à garantir un cycle de vie plus long, à
recycler à aller chercher des supports de seconde main, enfin voilà, des choses assez classiques. On a évidemment toute une partie liée à l'utilisation de nos serveurs, comme vous le disiez à l'instant, qui est effectivement, je pense qu'on a beaucoup de choses qui sont engagées. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, il existe une seule réponse à cette question. Je crois qu'on est encore en plein dedans. Donc c'est effectivement un sujet assez intéressant. Et on a surtout beaucoup, et là je rends grâce à mes collègues dont c'est la spécialité, mais fait un gros programme éducatif sur ce sujet. Parce que effectivement, le sujet de l'impact, enfin de la traduction en émissions de gaz à effet de serre de notre consommation des outils informatiques, moi je trouve en tout cas que c'est quand même assez récent dans le débat. Il y a aussi du coup toute une nécessité d'éduquer en interne et en externe pour comprendre ce que ça doit changer dans nos usages. Voilà. En quelques mots. Merci. Alors Arthur, toi qui as un regard transverse dans plusieurs secteurs, plusieurs domaines, comment est-ce que tu vois la mise en œuvre raisonnable ou efficiente de l'IA ? Alors, il faut revenir à la question de comment on optimise l'entraînement des modèles d'un côté et comment on optimise l'usage de l'autre côté. Je vais commencer par l'usage parce que c'est à la fois là où il y a les mesures les plus simples et en même temps les plus complexes parce que ça touche beaucoup de monde et donc il y a un travail de sensibilisation, apprendre les bonnes pratiques, éviter la shadow IA, enfin voilà, que tout le monde ait conscience de ce qui se passe et peut-être que la première tâche dans ce genre de choses, c'est rappeler les ordres de grandeur. Une requête Google pour faire une recherche, c'est 10 fois moins d'émissions qu'une requête sur ChatGPT. Donc si vous voulez faire une requête, vous voulez faire une recherche, ChatGPT n'est peut-être pas la meilleure chose, vous pouvez faire la requête Google. Pareil, quand vous utilisez certaines formes d'IA, l'IA générative classique, ça peut émettre moins qu'un agent. Un agent, ça a tout un tas d'intérêts. Il faut juste savoir quand l'utiliser au bon moment. Donc je pense qu'il y a besoin d'avoir en tête ces ordres de grandeur et les bons ordres de grandeur pour se dire quand est-ce qu'on l'utilise, quand est-ce qu'on en a un usage raisonné. Et on commence à avoir des entreprises qui, par exemple, disent vous ne pouvez pas utiliser l'IA pour faire de la génération d'images si vous n'êtes pas le service de communication. Vous n'avez pas besoin de l'IA pour faire ça. On sait que l'usage de l'IA pour la génération d'images, c'est quelque chose qui est très, très consommateur. Donc sur les usages, il y a un travail d'éducation un peu collectif qui est en train de se faire. Néanmoins, je pense que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que le gros de l'enjeu, c'est au moment de la conception. Et je rejoins ce que vous disiez, il y a d'abord une question de la donnée. Je parlais tout à l'heure des data centers et l'augmentation de l'émission des data centers. Aujourd'hui, il faut se souvenir que la moitié de la consommation d'énergie d'un data center, c'est de la donnée. On n'a pas encore entraîné d'IA. Donc ça veut dire qu'on stocke des gros volumes parce que les coûts ont baissé, parce qu'on veut avoir de plus en plus de données. Et il y a des vraies questions de quelles données on veut stocker. Et il y a des modes de stockage qui sont plus frugaux que d'autres. Mais ça veut dire que votre donnée n'est pas disponible tout de suite, etc. Donc il faut avoir un peu une réflexion là-dessus pour se dire toute la donnée n'est pas indispensable. Je ne dois pas avoir toute la donnée tout le temps sous la main, etc. Donc il y a un premier travail à mener là-dessus. Il y a un travail après d'entraînement des modèles et de choix de modèles plus frugaux. Au départ, on était dans un système où on disait il faut beaucoup de données, entraîner sur toutes ces données, avoir des milliards de paramètres. Et on voit qu'on commence à avoir des IA qui sont tout aussi efficaces avec des niveaux d'entraînement ou une consommation au moment de l'entraînement qui sont moindres, en tout cas en affichage. C'était un peu ce qu'on a vu avec DeepSeek en début d'année, l'IA chinoise, où elle atteignait les mêmes niveaux que les dernières IA américaines, avec a priori un niveau d'entraînement et un niveau de consommation de la donnée qui était bien moindre. Donc ça va faire partie utiliser les bonnes données, les bons modèles au bon moment, ça va faire partie des moyens de le réduire. Et puis il y a un dernier point qui est que on va de plus en plus se poser la question de bien coder, bien travailler et éviter d'être trop émissif. Alors là, ça se pose peut-être pas dans la question du bâtiment, mais pour le coup, chez des data scientists, nous aujourd'hui, une grande part de notre projet, le coup, ça va être de se dire comment je fais pour pas trop consommer de mémoire, comment je fais pour pas trop avoir des algorithmes qui tournent bien. Et on a un travail collectif à faire. Un data scientist, c'est pas quelqu'un qui va optimiser un modèle. On cherche d'abord une réponse et puis après, ma foi, quand le modèle passe en production, il va falloir réfléchir à d'autres choses. Et donc là, il y a des usages collectifs pour se dire comment je fais pour avoir des codes qui tournent bien, vite. Et on retrouve un alignement, j'ai envie de dire, entre les aspects business et les aspects environnementaux. Quand vous commencez à passer à de la production, vous devez vous assurer que vos algorithmes tournent vite, sans trop de mémoire, parce que sinon ça ne va pas fonctionner. Et il se trouve que, pour le coup, c'est bien corrélé avec le fait de réduire les émissions, de réduire les temps de calcul et d'éviter d'avoir trop d'impact. Donc on a tout un tas de choses autour des algorithmes, autour de la gestion de la mémoire, autour de la gestion des entrées et sorties de la base de données. Vous n'appelez pas une base de données n'importe comment, vous ne la stockez pas n'importe comment. Tous ces aspects-là, ça va être des aspects qui vont être
vraiment importants et pour le coup qui vont devenir de plus en plus des sujets quand on va mesurer le ROI. Peut-être que là, ça ne se pose pas encore dans le livre, mais il y a tout un tas d'endroits où on se rend compte que le ROI de ces projets, finalement, le coût de ces projets, d'entraînement, etc., il commence à être important. Il va falloir réfléchir à la manière de le gérer de manière un peu plus efficace. Alors, moi qui ai arrêté de coder depuis très 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 longtemps, je mettais beaucoup d'espoir dans le no-code. Alors, est-ce que le no-code, il est vertueux ou pas? Est-ce que par construction, il génère des algorithmes qui sont efficaces ou au contraire, pas forcément, puisqu'il masque un peu toute cette complexité et donc il permet de ne pas avoir des data scientists qui sont préoccupés dans leurs travaux de cette efficience. Donc, est-ce qu'on a un regard là-dessus? Alors, le code, ça permet quelque part de démocratiser un certain nombre d'usages et de permettre à chacun de s'emparer de ces sujets. Après, quand on va aller chercher des choses plus compliquées et des optimisations, c'est pas avec du low-code quelque part que tu peux le faire. Donc, toutes ces règles-là, il va falloir que ce soit tes data scientists qui le gèrent et tu vas avoir les mêmes questions d'usage. En fait, derrière le low-code, il va falloir que tu apprennes à bien l'utiliser, à bien le poser. Et je pense que tu auras un peu les mêmes questions que pour un ChatGPT. Tu vas devoir, pour les usages où tu veux faire du low-code, que les gens soient conscients de quelques bonnes pratiques, évitent des erreurs de base. Et donc, tout ce travail de formation, on va aussi le retrouver sur du low-code. Et à mon avis, c'est une question d'acculturation au sens large pour les personnes qui font ça. Alors Marie, tu nous as beaucoup mis en avant les éléments de gouvernance, en parlant des engagements de la SOR, des engagements au niveau de son financement avec des green bonds, des blue bonds. Donc on voit bien l'effet systémique que ça peut avoir, et je disais que ça se décline sur toutes les directions. Après, si on va un cran plus loin, est-ce qu'on a quelques bonnes pratiques en fait typiquement pour une DSI ou pour une direction digitale ou direction IA, qui sont d'ailleurs des directions qu'on commence à voir fleurir dans les organisations. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques parce qu'en même temps, on sait qu'il y a beaucoup de POC qui se font, qui n'aboutissent pas. Donc est-ce qu'il y a peut-être des méthodes de gestion de portefeuille ou autres qui peuvent permettre aussi d'être plus efficient, que ce soit dans le choix du portefeuille et de sa composition, mais plus à un niveau de pilotage en fait de l'activité IA. Alors, c'est vrai qu'un des enjeux aujourd'hui, quand on regarde un peu l'actualité, on voit des chiffres assez impressionnants qui sortent. 80% des POC IA qui échouent pour plein de raisons. Et donc il y a des vraies questions aujourd'hui sur pourquoi ce genre de projet échoue. Et il se trouve que certaines de ces raisons vont aller dans le sens environnemental, j'ai envie de dire. On en a parlé de deux, la donnée. Et il y a beaucoup de POC aujourd'hui IA qui échouent parce qu'on essaye de compenser par de la donnée de mauvaise qualité par des gros volumes de données en disant quelque part ça va résoudre le problème, il suffit juste qu'on en mette plus. C'est un peu comme un sondage. Si vous avez un biais dans un sondage, vous pouvez mettre 10 millions de personnes dans le sondage, vous avez toujours un biais dans le sondage. C'est pareil pour la donnée. Donc il va y avoir une question de gestion de ce volume et avoir de la meilleure donnée pour améliorer les modèles, éviter d'avoir des modèles qui partent trop larges. Et là, j'ai envie de dire que ça va se réaligner. Et l'autre aspect, c'est effectivement des aspects de ROI et de se dire on a tendance parfois à lancer des POC où on ne va pas chercher, pas bien mesurer le ROI, l'impact business, l'impact métier et aussi les coûts. Et donc, il va y avoir un travail de rationalisation de ces portefeuilles pour se dire, c'est quoi mes quelques POC avec mon plus fort ROI qui vont dans le sens de ma stratégie, plutôt que de lancer 150 POC avec les coûts associés, le mauvais change derrière. Et donc, ce travail de rationalisation, ça va se permettre de se concentrer sur les IA qui ont le plus d'impact et on va être incité, du coup, à réduire les coûts de l'autre côté pour augmenter la valeur du ROI. Donc, quelque part, ces changements-là qui vont assurer qu'on peut passer vraiment à l'échelle, il me semble que ça va aller plutôt dans le sens des aspects environnementaux. Et après, on voit de plus en plus de chartes, de référentiels. On a parlé de Green IT où il y a 70 ou 75 points sur l'ensemble de vie d'un projet IT, depuis l'achat du matériel jusqu'au recyclage. Et on va voir exactement la même chose. On commence à avoir des choses qui se pratiquent en termes de code, en termes de bonnes pratiques, quand est-ce qu'il faut de l'IA générative, quand est-ce qu'il faut des agents. Donc ces référentiels-là sont en train de se multiplier. On va, je pense, avoir de plus en plus d'informations et ça va s'intégrer dans les pratiques des DSI et des CDO. Alors on a une question sur le fait que ces derniers temps, on a beaucoup vu les nouvelles technologies se déployer d'abord dans la sphère privée avant de rentrer dans la sphère professionnelle. On parle d'ailleurs maintenant souvent de shadow IA, en fait, avec des usages de nature hybride qui se font dans les entreprises.
Comment vous voyez le rôle de l'entreprise responsable sur un sujet comme celui-là? Alors, tu as cité un exemple, mais est-ce que tu imagines qu'il faudra peut-être aller plus loin sur un contrôle ou des mécanismes de régulation interne? C'est encore une fois une très vaste question à laquelle je vais humblement essayer de répondre en quelques mots, mais je pense que de base, nous, on a quand même une responsabilité en tant qu'entreprise, c'est de pouvoir fournir les outils à l'ensemble de nos équipes qui leur permettent de répondre à l'objectif qu'on leur fixe. Alors que ce soit un outil physique ou que ce soit un outil à base d'IA, c'est pareil. Je pense que dans beaucoup d'entreprises, enfin en tout cas dans toutes les coalitions dont on fait partie, on retrouve à peu près les mêmes réflexions, hein. C'est comment on intègre, nous, l'IA générative sur nos propres serveurs avec nos règles, y compris de protection de la donnée, etc. Et c'est ce qu'on a aussi développé chez nous, hein, comme dans beaucoup d'entreprises. Souvent, quand on a ce type de questions, il y a toujours un peu en parallèle la question du choc des générations. Moi, je crois vraiment que aujourd'hui, quel que soit le niveau dont on fait partie dans l'entreprise et quel que soit l'âge qu'on a, tant qu'on a l'outil au service de la mission qui nous est fixée, en fait, et si on est bien accompagné, il n'y a aucune raison que ça se passe pas bien. Alors c'est évidemment plus compliqué quand vous êtes une grosse entreprise et ça prend plus de temps, et il faut former les gens, il faut les accompagner, mais il me semble que c'est un peu la voie naturelle vers laquelle on va tous tendre. Voilà, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Mais... Et c'est sûr. Après, oui, la fracture générationnelle, elle existe quand même. Oui, mais c'est aussi à nous d'accompagner. On voit aujourd'hui, ils utilisent ChatGPT pour choisir ce qu'ils achètent au supermarché, pour organiser leurs vacances. Enfin, il y a plein de petites décisions ou moyennes décisions de la vie courante, on va dire, aujourd'hui, où finalement le premier réflexe est de demander à ChatGPT. Nicolas, sur cette question de la régulation, comment tu vois les choses? Alors nous, on a la chance d'être une petite ETI, 600 personnes. Donc on arrive encore à mettre en place des dispositifs assez simples, on va dire d'autorégulation collective. La première chose qu'on a mise en place dans les différents outils d'IA auxquels nos équipes ont accès, c'est une approche extrêmement ouverte et transparente. Donc on partage tous les prompts, toutes les requêtes faites avec ces outils, hein, sur la partie LLM notamment, mais c'est la même chose sur la partie BIM et sur les jumeaux numériques. Donc il y a beaucoup de transmission et de partage interne. Les librairies d'objets numériques sont mises à disposition, les librairies de prompts sont aussi mises à disposition, et chacun peut comprendre et voir ce que sont les usages de ses collègues à l'échelle d'une équipe ou d'une filiale. Je suis assez persuadé que si on devait grandir et se structurer davantage, ce mode très ouvert fonctionnerait probablement moins. Pour l'instant, à 600, c'est quelque chose qui marche bien. Et comme ça, on est un peu, chacun apprend des erreurs des autres. On n'a pas souhaité limiter les natures d'usage. Donc les outils sont à disposition. Si c'est pour un usage plus personnel, ou on va dire dans une logique un peu d'intrapreneuriat, où quelqu'un a une idée et a envie de la tester, de la développer, quand bien même elle ne rentre pas dans la stratégie d'ensemble, pour l'instant, il n'y a pas de limite de ce point de vue-là. En revanche, la contrepartie, c'est que c'est transparent, c'est public, entre guillemets, c'est partagé avec les autres. Et donc, du coup, comme ça se met en place finalement assez rapidement une autorégulation collective. Et on va dire que les requêtes complètement farfelues, où on joue un peu avec l'outil, enfin, on l'a tous fait sur les premiers développements de ChatGPT. Tout ça, c'est très très vite arrêté, du fait de ce partage des usages et des requêtes. Alors, tu as parlé du mot coalition à un moment donné, tu es dans les coalitions qu'on appartient. Alors, dans vos activités respectives, est-ce que vous pensez qu'il y a un enjeu et un intérêt à mettre en place des coalitions, que ce soit d'ailleurs pour tirer le meilleur parti de l'IA sur l'ensemble de la filière, entre les fournisseurs amont, les équipementiers, les fournisseurs de produits de traitement de l'eau. Dans la construction, on voit évidemment toute la chaîne des architectes jusqu'à l'exploitant, le FM, voire la déconstruction et le réemploi de matériaux.
ou alors pour des questions de garder une certaine maîtrise. Parce qu'on voit aussi aujourd'hui des éditeurs qui sont de plus en plus offensifs, qui captent de la donnée. Donc, Nicolas, comment tu vois ça? C'est fondamental de s'organiser en coalition à l'échelle de tout le secteur, en tout cas dans notre domaine de la construction. Fondamental parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, sur tout ce qui est conception assistée par ordinateur, évidemment on ne parle plus comme ça, mais d'éditeurs et de software BIM, aujourd'hui il y a un duopole de fait qui est là et qui est un duopole américain. Et avec deux grands éditeurs que je ne nommerai pas qui ont des velléités assez fortes de complètement automatiser la conception et de venir très clairement et de manière assez assumée se développer sur nos métiers. Donc c'est une menace réelle et en même temps, nous, on a une dépendance totale à ces éditeurs-là. Si on veut avoir accès aux derniers développements, il y a des seuils de tokens et donc d'usage qui sont définis par ces éditeurs. Plus on utilise, plus on consomme, plus on a accès aux derniers développements, aux derniers modules. Il y a du coup un coût d'entrée pour des petits acteurs comme nous qui est de plus en plus haut si on veut avoir accès à ces derniers développements et une prime donnée aux acteurs internationaux. Tu évoquais mon précédent employeur, mais c'est tout à fait ça. J'ai bien mesuré l'écart qu'il y a quand on est dans une ETI versus une multinationale dans la qualité de l'outil auquel on a accès et la qualité de relations et d'échanges qu'on a par rapport aux éditeurs. Donc oui, il est indispensable de faire des coalitions. Aujourd'hui, ces éditeurs ont un poids de plus en plus fort parce qu'ils jouent beaucoup de l'émiettement du silotage de la filière déjà au sein des concepteurs, entre les architectes, les différents bureaux d'études, ensuite les constructeurs qui sont pour certains des leaders mondiaux, pour d'autres des acteurs très locaux. Chaque spécialité, chaque corps d'État a ses propres usages. Et puis enfin nos clients qui seront ceux qui payent les investisseurs et puis ceux qui derrière vont être les utilisateurs des projets qu'on conçoit et qu'on réalise. Et donc voilà, cette approche très séquentielle, un peu en cascade et très émiettée, fait que l'éditeur, parce qu'il fournit l'outil commun à tous ces acteurs, a le pouvoir. Donc oui, il est nécessaire de bâtir ces coalitions. Il y a des filières professionnelles qui s'organisent pour peser davantage dans le dialogue avec ces éditeurs mondiaux. Et sachant que dans la construction, en plus, on est quand même très locaux. C'est-à-dire que même le numéro 1 mondial de la construction, finalement, pèse assez peu par rapport à ces grands éditeurs. Donc c'est un vrai sujet pour l'avenir, puisque sinon, en termes vraiment de souveraineté et de maîtrise de nos savoir-faire, on peut assez vite se retrouver complètement dessaisi des outils avec lesquels on travaille au quotidien. Est-ce que ça peut aller jusqu'à des industriels amont, des fabricants de matériaux ou autres qui... on parlait du hors-site, mais il y a aussi différentes formes de matériaux plus ou moins vertueux qui, du coup, peuvent faciliter plus ou moins par leur mise en mouvement pour fournir les bonnes données dans les bons modèles. Parce qu'en fait, ce que tu décrivais tout à l'heure, c'est une forme d'analyse de cycle de vie que vous pouvez faire en amont sur un projet de rénovation et qui est... vous pouvez tester plusieurs hypothèses très rapidement et assez vite trouver celle qui est vraiment optimale avec un nombre de paramètres assez important. Donc effectivement, tout le monde travaille sur cette analyse de cycle de vie. Tout le monde a intérêt à le modéliser le plus finement possible. Moi, je suis incapable de dire qui aura la capacité à prendre le lead dans les années à venir entre les concepteurs, les constructeurs, les fournisseurs de matériaux. Ce qui est certain, c'est que, et pour être, je suis un grand optimiste, mais ça va dans le bon sens en termes de sobriété. Puisque au final, il y a, en tout cas dans notre domaine, un assez bon alignement entre l'optimisation économique, la maîtrise des coûts de construction, et d'autre part la sobriété du point de vue des quantités de matières mises en œuvre, tout simplement. Donc il y a un alignement des intérêts de ce point de vue-là entre le client final qui veut évidemment maîtriser ses coûts de conception et de construction et nous de notre côté en tant que concepteur où on veut avoir de plus en plus d'éco-conception et une approche de plus en plus sobre, frugale pour les projets qu'on conçoit. Donc de ce point de vue-là, on se rejoint. Là où ça va être un peu plus compliqué, c'est dans la
la relation avec les constructeurs qui, eux, moins ils mettent de matière en œuvre, moins ils sont rémunérés. Aujourd'hui, on a encore très peu de marchés de construction où il y a un incentive à la sobriété carbone. Ça commence à se développer, mais c'est encore très émergent. Aujourd'hui, le modèle dominant, c'est je suis strictement indexé aux quantités de matière mise en œuvre. Ça revient à ça. Plus je construis, plus j'utilise de béton, de métal, et plus je vais vendre cher ma prestation de construction. Donc là, on voit bien qu'on n'a pas encore atteint ce moment de bascule dans les modèles économiques qui deviendraient, eux, incitatifs à la sobriété, ce qui est déjà le cas pour nous, et c'est notre grande chance du côté de la conception, où on a déjà ces incitatifs, ces leviers qui nous poussent, y compris financièrement, à être sobres dans la conception. Alors Marie, toi, sur ces questions de coalition, alors j'ai une petite idée derrière la tête, qui est que je sais que SOR a développé une solution de bâtiment à eau positive. Tout à fait. Et là, on a un bureau d'études qui est capable de modéliser beaucoup de choses. Est-ce que, par exemple, l'eau, ça peut devenir, si on envisage la coalition autour du bâtiment, de la rénovation, de la construction, un sujet sur lequel des acteurs comme vous pouvez coopérer et dans lequel l'IA, d'ailleurs, peut faciliter l'intégration de cette dimension complémentaire dans l'évaluation de la performance des bâtiments en termes de biodiversité et de maîtrise de la consommation de l'eau. Et absolument, Karim. En effet, on a donc au sein de SOR Service, on a créé il y a un peu plus d'un an maintenant une filiale qui s'appelle Odali. Odali développe chez nous toutes les solutions de traitement en boucle fermée des eaux. Alors selon aujourd'hui ce que la réglementation permet, donc aujourd'hui ça permet notamment de retraiter ce qu'on appelle les eaux grises. C'est par exemple les eaux qui tombent de votre lavabo, de votre douche, des eaux qui sont assez faiblement chargées en matière organique, et qu'on peut retraiter directement au sein du bâtiment. Et alors c'est là où c'est intéressant, parce que ça fait le lien avec ce que vous disiez. On a fait le choix pour développer cette machine qui s'appelle l'Aquapod, qu'on a brevetée, qui est une machine qui fonctionne bien, de la produire en France pour qu'elle ait justement un bilan carbone et une analyse de son cycle de vie qui soit la plus performante possible. Ce qui est, je pense, d'ailleurs assez nouveau sur ce marché, c'est que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Le risque eau se fait de plus en plus prégnant à l'échelle locale, en fait. On parle beaucoup, là, on était entre le global de la COP et le très local d'un bâtiment qu'on va construire, je ne sais pas moi, à Lille ou à Vannes, puisqu'on inaugure le premier bâtiment équipé des aquapods à Vannes dans quelques semaines maintenant. On a besoin d'avoir ces coalitions qui sortent de nos métiers habituels. Enfin voilà, évidemment, nous, on est dans les fédérations professionnelles des acteurs de l'eau, de l'assainissement, enfin voilà, comme tout le monde, j'allais dire. Et on voit que maintenant, sur les métiers dont on s'occupe, on a besoin d'être plus en lien avec les besoins terrain. On était cette année et l'an passé au Salon de l'immobilier bas carbone. Je pense qu'on était le seul acteur de l'eau présent. Et on a effectivement une traction de la part de l'ensemble de la profession de la construction énorme, parce qu'effectivement ce risque-là est perçu de plus en plus fort, à la fois comme un risque économique, comme un risque aussi évidemment en termes de performance globale. C'est là où je rejoins ce que vous disiez. On a tous les labels sur les bâtiments bas carbone, on a beaucoup de choses qui existent en fait sur la transition énergétique, et le sujet de l'eau a longtemps quand même été, je pense, un impensé dans le secteur, et on voit qu'aujourd'hui ça n'est plus possible. Donc ce que nous on essaye de faire, c'est de développer des solutions un peu sur mesure pour les acteurs du bâtiment, qui sont à la fois bénéfiques lors de la construction, mais qui surtout après en fait durent toute la vie, puisque évidemment à la fin il faut qu'aussi tous les habitants des bâtiments qui seront demain occupés s'y retrouvent en termes de continuité de service, évidemment c'est la première chose, mais aussi sur leur facture d'eau. Voilà, donc c'est l'objectif. Alors il y a une question sur comment l'IA peut nous aider à aller vers la durabilité alors qu'elle est utilisée pour gagner du temps et de l'argent et quelque part de produire plus. En fait, je la relierais bien à la directive Omnibus. Un mot sur la directive. Comment vous voyez l'impact Aujourd'hui, Omnibus, c'est une des incarnations de ce qu'on appelle le backlash écologique et climatique, puisqu'effectivement, elle s'attache à détricoter un certain nombre de réglementations environnementales, mais aussi de réglementations financières. Sur cet exemple-là, donc de la CSRD par exemple et du double reporting, on y était soumis, on n'y est plus du fait d'Omnibus, du fait de notre taille, une ETI. On a quand même fait ce choix, c'est tout frais, on a décidé ça hier, de continuer
à s'appliquer la CSRD de manière volontaire, parce qu'on est convaincu que c'est quelque chose d'utile pour nous aider à progresser. Et je me ferai l'ambassadeur pour convaincre d'autres collègues dans ma filière et d'autres entrepreneurs d'aller dans la même direction, parce que je pense que c'est le sens de l'histoire, même si là, effectivement, cette directive communautaire est en train de détricoter un certain nombre de choses. Je pense que les usages de l'IA nous aident à appréhender des sujets qui sont de plus en plus complexes. Comme le disait Marie, l'eau est effectivement encore aujourd'hui un peu un impensé, parce qu'on a beaucoup mis l'accent sur les consommations énergétiques du bâtiment, ses performances thermiques, et c'est vrai que ses performances hydriques, d'ailleurs c'est un terme qu'on n'utilise même pas, est encore assez peu réfléchi, malheureusement. Probablement parce que c'est assez complexe, et puis parce que la réglementation ne nous y a jamais particulièrement incité, voire au contraire, une réglementation qui était plutôt un frein pour envisager, par exemple, la valorisation des eaux grises. On peut se heurter, exactement, c'est très récent, à des normes sanitaires et des pratiques bien ancrées surtout. C'est probablement là qu'est le frein principal. Ce que les usages de l'IA permettent, c'est qu'ils appréhendent cette complexité, ce côté très multidimensionnel. On est dans une matrice à 10, 12 dimensions, puisqu'en fait, c'est tous les usages, toutes les consommations d'un bâtiment qu'il faut questionner et intégrer dans la même conception. On n'a pas parlé de la biodiversité. Nous, aujourd'hui, on est un des leaders de ce qu'on appelle l'ingénierie régénérative, qui vise à avoir une contribution positive pour le vivant dans chacun des projets qu'on conçoit. Quand on est sur l'acte de construction, ce n'est pas évident d'avoir une contribution pour le vivant, d'avoir une architecture, une ingénierie biodiversitaire qui recrée du vivant, alors que par nature, on artificialise. Pour faire ça, parce que c'est compliqué, l'IA nous aide. Donc, in fine, certes, l'IA a plein de défauts et elle est encore loin d'avoir optimisé sa propre empreinte environnementale et climatique, mais par la capacité à gérer des questions très complexes et multidimensionnelles, je suis très convaincu qu'elle n'est pas seulement le problème, mais elle est aussi la solution, et qu'elle va nous aider à avancer beaucoup plus vite que juste avec une centaine d'ingénieurs au cerveau bien fait, mais qui sont chacun spécialisés dans leur domaine. Si on est spécialisé sur l'eau et donc les problématiques de plomberie, on n'est pas spécialisé sur les questions d'électricité, évidemment. C'est comme ça que c'est organisé aujourd'hui. L'IA s'affranchit de ces limites-là. C'est ce qu'on peut retenir, c'est-à-dire qu'en fait, de par sa capacité à appréhender des dimensions multiples, elle est de fait un facteur de transversalité ou d'intégration entre des problématiques qui aujourd'hui sont encore trop disjointes. Bon, mais écoutez, on s'approche de la fin, du coup, on va passer à la question fatidique, c'est le pronostic. C'est que finalement l'IA, ça va être positif ou négatif pour la soutenabilité et le développement durable. Mais je pense que j'abonde complètement dans le sens de ce que disait Nicolas. C'est à la fois un facteur, une aide à la décision dans un monde très complexe qui est évidemment très puissante. Si on l'accompagne bien, si on la met bien en œuvre, si on met aussi les moyens au service de l'objectif. Après, évidemment, on en a parlé, vous en avez parlé aussi longuement, l'empreinte énergétique, l'empreinte hydrique liée au développement de l'IA et de l'IA générative particulièrement n'est pas à négliger. Et aujourd'hui, on voit qu'on a des sujets opérationnels un petit peu partout dans le monde. On parlait des data centers, mais il y en a d'autres. Où il faut qu'on puisse mettre en parallèle ce que je disais au début, entre beaucoup de données, un progrès infini sur la partie nouvelles technologies, on a en face des ressources finies. Je pense qu'il faut savoir mettre le bon poids dans la balance. Nicolas, ouais. Tu as déjà dit des choses sur le sujet. Là encore, finir sur une note optimiste, moi je suis convaincu que c'est l'IH, l'intelligence humaine, qui rendra l'IA vertueuse. L'IA en elle-même, c'est quelque chose qui consomme du foncier pour les data centers, de l'énergie pour fonctionner et pour s'entraîner. Donc c'est à nous, humains, d'avoir cette compréhension-là. Et en tant que consommateurs, utilisateurs finaux aussi, avoir suffisamment de pression sur ces grands acteurs mondiaux de l'IA pour qu'ils soient plus transparents. Je pense que ça, c'est vraiment un prérequis. Et qu'ensuite,
on puisse faire des choix éclairés dans nos usages de l'IA. Et donc, remettre un peu d'IH dans l'IA me semble être le meilleur moyen d'aller dans le bon sens. Arthur, toi, ton pronostic alors? Je vais reprendre le slogan de Kea, optimiste de combat, sur ce sujet-là. Non, je pense que comme dans d'autres domaines, on va réorienter notre énergie et nos ressources vers d'autres sujets. Et donc effectivement, on va peut-être utiliser moins l'IA pour le marketing, la communication, ces aspects-là, et on va le mettre au service d'autres choses. Et tout comme on va arbitrer des usages de ressources pour faire des nouveaux sujets, je pense que ça va être ça la question. Et donc c'est comment on utilise l'IA pour les bons sujets, de la bonne façon. Et je pense que les alignements vont nous inciter à aller vers ça. Très bien. Écoutez, merci. Je retiens que, effectivement, on est plutôt sur une tonalité positive, même si on n'a pas encore mis tout ça en équation et dans un grand scénario à la SBTI ou autre. En tout cas, chez Kea, nous sommes convaincus qu'effectivement l'hybridation des compétences et des approches est clé entre les personnes de métier, les spécialistes de la data science et peut-être des spécialistes aussi du pilotage et des indicateurs pour pouvoir mettre l'IA au service du business et de façon responsable. Avant de se quitter, un mot, donc ce n'était que l'avant-dernier webinaire, il y en a un autre vendredi, qui sera le dernier de la série, donc, qui est intitulé « Transition écologique, comment passer à l'échelle avec une application au secteur de l'agroalimentaire ». Voilà, écoutez, il me reste à vous remercier. Marie, merci beaucoup. Nicolas, Arthur. Et je pense qu'il y a pas mal d'enseignements très intéressants à tirer de cette question. Climate change threatens each nation in the world. Et chaque minute compte. L'accord de Paris est accepté. Concilier les tensions économiques, géopolitiques et climatiques. Les solutions des entreprises. Future Up.